L'heure des pros, et nous allons parler de Jacques Chirac dans une seconde, puisque ce sont ses 85 ans aujourd'hui qu'il célèbre. Nous sommes avec Frédérique Bedos, fondatrice de l'ONG Le Projet Imagine, qui était finalement la traduction d'un livre que vous aviez écrit, La petite histoire, La petite fille à la balançoire, qui raconte votre vie. Qui raconte les racines de l'ONG, parce qu'effectivement l'inspiration est venue de l'histoire de mon enfance. Et votre enfance? Une enfance un peu particulière. J'ai eu la chance d'être élevée par un couple formidable du nord de la France qui ont adopté une vingtaine d'enfants venus du monde entier, tous considérés comme étant inadoptables. Donc on doit vous dire une sacrée aventure. Bon, en tout cas, l'ONG, le projet Imagine. Sur ce plateau également, Laurence Mazurel, vous êtes journaliste politique, co-auteur de Jacques Chirac, coulisses d'un destin aux éditions de La Martinière. Et je pense qu'on va voir effectivement la couverture de votre livre. Éric Lefebvre, photographe, co-auteur de Jacques Chirac, coulisses d'un destin, édition de La Martinière également. Et on peut saluer Christian Boyer, parce que Christian Boyer, il est aujourd'hui en retraite. Et tout Paris connaissait Christian Boyer, qui est un photographe formidable et qui a suivi Jacques Chirac matin, midi et soir. Qui était un chiracien. Alors il était photographe, mais chiracien, disons-le. Il aimait le président Chirac. C'est tellement facile pour moi, c'est lui qui m'a formé. Si je suis là, c'est en partie grâce à lui, et ça a été mon maître, entre guillemets. Non, puis surtout, ils avaient été ensemble au service militaire. Chirac était le lieutenant de Christian Boyer. Ah bah il a été le lieutenant toute sa vie. Le camion de Christian a explosé. Et c'est Chirac qui s'est occupé de le faire soigner, évidemment. C'était un lieutenant aux grands bras ouverts, comme d'habitude. Et du coup, il est né de cet incident militaire grave, parce que Christian en est devenu un peu bègue. Vous vous rappelez qu'il était bègue, ce qui nous faisait énormément rire, parce qu'il en jouait. Et donc, cette amitié avec Chirac est née, et à partir de là, elle était inextinguible. Bon, il doit nous écouter du côté de Basse-sur-Mer, je pense, en 44 Loire-Atlantique, Christian Boyer. Donc, on le salue. Bélir Nabli est avec nous. Vous étiez là dans la première heure, cofondateur du site d'information chronique.fr, Rost bien évidemment, et Christophe Bourseiller qui est notre grand témoin, mais vous allez revenir. Oui, si vous serez voulez. Plus qu'un grand témoin, vous aurez le droit, vous serez adoubé. Un témoin adoubé. Vous serez adoubé par notre petite troupe après une première heure où vous fûtes étincelants, et on vous souhaite une bonne deuxième heure. Je voudrais qu'on revienne sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ce qu'il a dit hier, on était sur le chapitre des crimes européens durant la colonisation. Je vous propose de réécouter ce qu'il a dit hier à Ouagadougou. Emmanuel Macron, hier, premier jour en Afrique. Nous réécoutons ce qu'a dit le président de la République. Il y a eu des combats. Il y a eu des fautes et des crimes. Il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses. Les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait déjà dit cela en février. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le dire, mais en même temps, de refuser la repentance. Est-ce que vous l'avez analysé comme ça, Bélir Nabli? Oui, il était en quête d'un point d'équilibre, finalement, entre d'un côté un nouveau statut, parce que lorsqu'il l'avait dit la première fois, il n'était que candidat à la présidentielle. Là, on a affaire au chef de l'État. Et donc, sa parole est d'une autre nature. Et en tant que chef de l'État français, il reconnaît finalement la nature des crimes qui ont été commis, qui sont les pires crimes possibles du point de vue juridique. Alors, il faut laisser aux historiens, encore une fois, la responsabilité de qualifier factuellement ce qui s'est passé. Et ce travail est en grande partie fait. Il donne raison plutôt à l'affirmation du président de la République. Mais pour le coup, là, il y a une posture très importante. Combien de chefs d'État français ont tenu ce discours-là? Aucun. Si. Alors, c'est parce que vous ne deviez pas être né. Mais par exemple, François Mitterrand arrive au pouvoir et il dit ça suffit la France-Afrique. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais il a déjà parlé à l'époque de tout ce qui avait été commis pendant la colonisation. Oui, mais là, on parle de crimes contre l'humanité. C'est une qualification. Il n'a pas réemployé crime contre l'humanité hier. Il l'avait dit en février et il ne l'a pas dit hier. Et c'est assez logique parce que ça a failli... Enfin, ça a fait un tel tollé à l'époque. Frédérique Bedos. Candidat à l'élection, ça aurait pu vraiment lui coûter son élection. Et je pense qu'il a retenu la leçon. Il a compris qu'en fait, il va falloir quand même qu'il trouve son chemin dans les méandres politiques et diplomatiques. Et du coup, il ne redit pas crime contre l'humanité parce que ça implique énormément de choses et notamment, certainement, de devoir rendre des comptes après. Et donc, ça, c'est... Voilà, on ouvre la boîte de Pandore. Il dit crime. Crime incontestable. Crime incontestable, c'est l'expression qu'il a employée. Français, alors aussi. Crime européen. Oui, mais
Enfin, là, dans l'extrait, il dit crime incontestable. Mais les Français n'étaient pas les seuls colonisateurs. Les Anglais, me semble-t-il, les Allemands, les Hollandais, les Belges. Mais encore une fois, les chefs de l'État français, il n'est pas. Les Italiens en Éthiopie. Oui, mais il exprime aussi son opinion. Moi, je ne veux pas vanter les qualités Laurence Mazural. Je ne veux pas vanter les qualités de Jacques Chirac, mais il avait prononcé un discours en Afrique absolument extraordinaire auquel j'ai assisté. Je ne sais plus si c'était à Dakar ou justement au Burkina Faso, où il avait pendant 1h30 parlé du colonialisme, de l'exploitation des Français à l'égard des pays africains. Et ce discours, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver, mais on va avoir du mal à le retrouver maintenant, mais si vous me le demandez à la seconde, mais si vous revenez demain. Il semblerait que Macron ne l'ait pas lu, vous voyez, parce que le problème de Macron, c'est qu'avec lui, tout est tout neuf. Avant lui, il n'y avait rien, et après lui, il n'y aura sans doute rien non plus. Oui, mais alors, quelque part... Moi, Rost, alors, je précise, Rost, que vous êtes d'origine togolaise. Et évidemment, c'est un sujet qui vous touche, forcément. Mais ce qui est intéressant dans la position d'Emmanuel Macron, qui est comme toujours, qui essaye de rassembler, il dit il y a eu des choses positives dans la colonisation et même de grandes choses, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous adhérez à cette idée qu'il y a eu des grandes choses dans la colonisation européenne et française? Ça, c'est son point de vue. Mais le vôtre? Moi, je veux reconnaître plutôt ce qu'il dit quand il parle de crimes. Et ça m'intéresse plus parce que ce n'est pas une question de repentance. On ne demande pas à la France une repentance. On demande de reconnaître ce qui s'est passé. Une fois, moi je veux bien qu'on arrive à un moment à solder l'histoire. Et il ne vient pas de le faire, de le reconnaître? C'est justement, non mais c'est ce que je salue. Oui. Donc voilà, je salue cette nouvelle approche, parce que vous avez parlé de Jacques Chirac, c'est vrai qu'il a fait un discours qui est extraordinaire. Mais derrière, les faits, c'était... Mais la colonisation, elle a continué. La France-Afrique, c'est quoi? Les réseaux Focard et tout ça, c'est quoi? Et ce système perdure aujourd'hui encore. Et c'est ce qui maintient, ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui maintient nos dictateurs en place. Mais concrètement, dites, parce que les gens ne comprennent pas. Oui, mais concrètement, vous prenez par exemple, je vais vous donner l'exemple par exemple du Gabon. Le Gabon, vous avez aujourd'hui à la tête du Gabon le fils Bongo. Le fils Bongo a été mis en place par la volonté de la France. Au Togo, lorsque Eyadema meurt, après avoir séquestré le peuple pendant des décennies, son fils s'improvise président de la République. Il y a eu le pays qui s'est soulevé. Il y a eu des centaines de morts à cette époque-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, la communauté internationale exige quand même des élections. Il y a eu des pseudo-élections qui ont été organisées. La France a décidé que, pour protéger ses intérêts, il fallait que ça soit lui qui soit en place. Et il est en place. Et aujourd'hui, et je vous dis, ça fait plusieurs mois qu'au Togo, le peuple manifeste pour que ce système tombe. Et moi, je n'ai rien d'ailleurs contre lui-même, le président en tant que tel. Mais c'est tout le système qu'on a maintenu. D'accord, vos exemples. Il faudrait pouvoir apporter la contradiction à ces exemples. Et effectivement, peut-être on pourrait éclairer le sujet d'une manière différente. Une dernière chose que vous ne répondez pas à cette question, quand même, qui est importante. Est-ce que, et vous avez le droit de dire non d'ailleurs, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des grandes choses faite par la colonisation? Écoutez, moi je préfère reconnaître ce que dit le président de la République, c'est-à-dire... Oui, mais vous comprenez l'ambiguïté qu'il y a dans votre réponse? Non, mais l'ambiguïté de la question. Non, c'est ça, c'est surtout ça. Il n'y a pas ambiguïté de la question, moi je répondis sur ce qu'a dit... Alors, je vous réponds. C'est ce que dit Emmanuel Macron, je vous demande de commenter cette phrase, moi j'en sais rien. Dites-nous concrètement vous. Voilà, exactement. Mais c'est pas moi qui le dis. Mais qu'est-ce qu'il entend lui? Je ne sais pas. C'est la question. Je ne sais pas. J'imagine. Vous avez dit que sa réponse était ambiguë. C'est la question. Alors je vais vous dire. De le reconnaître. Non. Je vais essayer d'interpréter la parole d'Emmanuel Macron. Quand il dit il y a des grandes choses dans la colonisation, il veut dire il y a eu des choses positives. Alors qu'il nous les énumère alors. Non, mais c'est vrai. Ah ben moi je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des choses positives dans la colonisation? Oui, sur le plan d'éducation par exemple, et sur le plan économique aussi. Enfin voyons. Non mais moi attendez. C'est amusant d'ailleurs que le simple fait de poser la question. Je dirais que c'est une question tabou. Tant le tabou. Mais non, c'est pas ça. Attendez, alors j'ai une question à poser à monsieur. Tous ensemble. Écoutez, il a dit la question de savoir si le régime nazi avait fait des bonnes choses. Qu'est-ce que vous diriez? Non, mais voilà, c'est la même chose. Alors, comparer la colonisation. Pas tous ensemble. Il ne s'agit pas de comparer, il s'agit de montrer l'ambiguïté de la question. C'est pas une. Oui, enfin, c'est pas ma question. Comparer le régime nazi à la colonisation. Pas tous ensemble. Évidemment, on pourrait vous dire Hitler a fait des autoroutes, mais ça va vous faire rigoler. Ça, c'est ridicule comme réponse. Pascal, on passe du temps là à faire. S'il vous plaît, pas tous ensemble. Je prends un sifflet.
On passe du temps c'est très sérieux. On passe du temps à polémiquer sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, allons à l'essentiel. Il a parlé. Moi, je veux retenir les choses intéressantes de ce discours-là. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une nouvelle vision. Si réellement il applique cette vision. Effectivement, et en plus, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Au moment où on est en train de parler du cimetière à ciel ouvert qui est devenu la Méditerranée, justement parce que les gens ne peuvent plus vivre chez eux, parce que les gens, il ne faut pas croire, migrer n'est pas chose aisée, contrairement à ce que les gens pensent. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Quand il parle d'investir sur l'éducation des femmes, moi, ça me paraît tellement élémentaire. Ça fait des années que je passe mon temps à dire ça à nos dirigeants. Il faut investir. C'est pour ça que j'ai fini par monter d'ailleurs monter mon ONG Africa Aid Éducation pour la scolarisation des filles en Afrique, parce que c'est par les femmes qu'on arrivera à. Vous avez raison, mais c'est déjà le cas. Frédéric Bedos, et pas tous ensemble, je vous en prie. C'est là où on voit qu'il a de la suite dans les idées. C'est-à-dire, encore une fois, il a la mémoire de voir le tollé que ça a fait, crime contre l'humanité, quand il était candidat. Donc, il voit qu'il faut faire des stratégies à 3 bandes, quoi. Il faut vraiment penser loin. Et donc, en fait, je pense qu'effectivement, il vient avec une nouvelle vision de l'Afrique. Il a vraiment envie de stopper cette longue politique de la France-Afrique, mais en étant très concret. Parce qu'effectivement, bien sûr qu'il y a eu des infrastructures, etc., qui ont été faites avec la colonisation. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Moi, je vois depuis plusieurs années, c'est la Chine qui est en train véritablement de prendre la place en Afrique. Et la Chine, il faut quand même savoir que les Chinois et les Africains sont ultra racistes entre eux. Les Chinois sont hyper condescendants sur les Africains. Moi, que j'ai eu la chance d'aller énormément en Chine, je peux vous dire, il y a peu d'Africains et ils sont regardés vraiment, il y a un racisme prégnant. Pour autant, ils ont réussi à se faire accepter en Chine, en Afrique, parce qu'ils arrivent avec des mobylettes, avec des portables, avec une façon de faire l'économie et en faisant des ponts d'or, en disant on va vous faire des infrastructures pour beaucoup moins cher que les pays européens. Oui, et ils vivent entre eux. Ils vivent entre eux. Oui, bien sûr. Ils vivent en autarcie. Mais n'empêche que, du coup, ils rentrent. Donc, la Chine-Afrique est en train de prendre tout entre l'Afrique anglophone, qui, elle aussi, est en train de prendre un essor. Donc, nous, on est en train de reculer. Terminons sur la position d'Emmanuel Macron, qui ne veut pas de repentance et qui veut, d'une certaine manière, trouver des choses positives à la colonisation. Et votre réponse, Bélir Nabli, en tout cas, je l'ai interprété comme ça, quand il dit qu'il y a eu de grandes choses, ça a été de dire, est-ce qu'on demanderait s'il y a eu des choses positives au régime nazi? Non. C'est ce qu'a été votre... Moi, ce que j'ai dit, c'est la question en tant que telle ne devrait pas se poser en ces termes. Et elle devrait se poser dans quel terme ? Pourquoi ? Parce que factuellement, si on considère par exemple que construire des infrastructures, c'est une bonne chose, par définition, je dirais oui au regard de notre modèle de société, etc. Vous voyez ? Mais le problème, c'est que si on met en avant cette dimension-là, c'est forcément dans une construction rhétorique et intellectuelle qui consiste à minorer le prix, le coût de ce type de réalisation. Non, mais c'est pour ça que c'est argument contre argument et c'est intéressant de vous écouter. Je ne suis pas manichéen ni binaire, contrairement à d'autres. Arrêtez, on va laisser. Je ne vous vise pas, monsieur. Ah bah non, moi j'assume totalement parfois d'être très binaire et très manichéen, c'est pour animer des plateaux. Mais je voudrais dire au revoir à Rost. C'est pas un débat nouveau en fait, c'est pour ça que. Alors je voudrais dire au revoir à Rost. Il y a une proposition de loi, vous savez, qui avait été déposée. Je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais dire au revoir à Rost avant de parler de Jacques Chirac. Et comme Rost va quitter le plateau, je précise que je lui dis au revoir, qu'il part et que c'était prévu. Voilà. Merci Rost. Merci à vous. En tout cas, beaucoup de gens témoignent forcément de ce que vous avez dit. Idée contre idée. Voilà, il y a opposition des idées, en tout cas le débat. Monsieur Nabli, s'il vous plaît. Vous étiez en train de rendre hommage à l'œuvre de Rost. À l'œuvre de Rost. Vous avez fait une œuvre désormais. Bon, merci. Vous avez rendez-vous maintenant. Là, je vais sur Sud Radio et. Ah bon, vous allez vous êtes quitté pour aller sur une autre radio. Mardi, on a samedi 2 décembre, on a cette manifestation contre le crime contre l'humanité qui se passe en Libye. Bon. Donc, on attend tous les gens à Port-Dauphine à 14h samedi. Merci Rost. Merci Rost. On parle de Jacques Chirac, 85 ans aujourd'hui. Alors, il y a une ambiguïté, disons-le, sur Jacques Chirac. Il y a une ambiguïté parce que, j'ai envie de dire, tout le monde l'aime bien. Il est sympathique, voilà, c'est le président Chirac. Je ne vais pas vous faire la mythologie de Jacques Chirac. En plus, aujourd'hui, c'est un vieux monsieur, il est fatigué, il est malade, etc. Mais est-ce qu'on a le droit de faire l'inventaire des 12 ans qu'il a passé à la présidence de la République, ou est-ce que, au contraire, il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas le moment ? On peut faire l'inventaire. D'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est une sorte de résumé de sa vie. Et quand on regarde bout à bout tout ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de choses. Vous avez des tas de gens à Paris qui disent oui, il faisait rien, y compris les sarkozystes qui l'ont attaqué là-dessus. Si vous regardez bien, par exemple, les 2 dernières années
de son quinquennat. Est-ce que vous savez que Thierry Breton, qui était ministre des Finances, est le seul ministre en 35 ans qui a fait baisser l'endettement de la France sur 2 ans, et de beaucoup. Et donc, personne ne le dit, ça, parce que, à vrai dire... On a le sentiment que les réformes ont été arrêtées en 95 lorsqu'Alain Juppé était Premier ministre, qu'au fond, on a reculé ce jour-là, que le pays avait besoin de réformes, qu'au nom de la cohésion sociale, il n'a pas voulu bouger à trop de choses, et puis qu'on a perduré avec un État, effectivement, qui s'en dessert. Il a eu un démarrage catastrophique, oui, voilà, parce que pendant près de avec 3 mois... Avec Mururoa, il y a eu la crise de 95, il y a eu cette incroyable réforme qui fait qu'il y a eu des élections anticipées en 97, et il a mis la gauche au pouvoir. Donc on peut dire que les 2 premières années ont été pour le moins chaotiques. Oui, mais surtout, Chirac, ce n'est pas que les présidences. Chirac. C'est un homme qui a connu une carrière politique qui s'est étalée sur pratiquement 4 ou 5 décennies. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la longévité exceptionnelle. Ce qui est assez remarquable, c'est finalement l'image de cet homme politique qui a été bouleversé. Chirac des années 80, parce que nous étions jeunes encore, c'était l'incarnation du facho de droite. Je reprends des slogans qui étaient tenus dans les manifestations. Facho Chirac. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous avez raison, mais en même temps, c'est tellement classique de dire aux gens de droite qui sont fachos. Bien sûr. On a fait ça au général de Gaulle, on a fait ça à tous les gens de droite. C'est la rhétorique habituelle, si vous me permettez. On a fait ça à Sarkozy, on fait ça aujourd'hui à Laurent Wauquiez. Non, c'était quand même l'époque Pasqua-Pandro. Oui. Et puis, alors ça c'est plus tard, c'est Malik Oussekine, c'est 86. Voilà, c'est lorsqu'il revient pour la deuxième fois, revient pour la deuxième fois Premier ministre. Fin des années 70, début des années 80, Jacques Chirac, c'est la droite dure. Oui. C'est à la fois l'ordre et le libéralisme, voire le néolibéralisme thatchérien. Et on a connu vraiment un autre Chirac. Et après il revient avec la fracture sociale. Et il est élu là-dessus. Bon, là, il trompe son monde, puisque dès qu'il est élu, il oublie cette fracture sociale pour engager un train de réforme de la sécurité sociale. Trouve des comptes épouvantables. Enfin, voyons, soyez réalistes. Vous savez que les comptes étaient absolument catastrophiques. Mitterrand a laissé le pays dans un état effroyable sur le plan financier et économique. C'est malheureux à le dire, mais c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qui restera au fond alors? Il le dit dans le livre, je le raconte très bien. Il dit tout à coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je remette les comptes à zéro. Il faut que j'essaye au moins de diminuer cet endettement. Mais est-ce qu'il a réussi? Alors vous dites oui avec les 2 dernières années de son dernier quinquennat. Il est le seul à l'avoir fait. Et personne ne le sait, évidemment. Les gens au gommé, tout. Demande à Thierry Breton, il vous le dira. C'est un chef d'entreprise reconnu par tout le monde. Il y a une chose très importante quand Jacques Chirac s'en va. Enfin, moi, je sais qu'il y a 2 présidences qui arrivent derrière. Je pense que ce que je retiendrai, moi, c'est qu'en fait, il ne nous a pas monté les uns contre les autres. Quand on est parti, la France était unie, qu'il y avait une forme vraiment d'unification et qu'il n'y avait pas les uns contre les autres, les fonctionnaires contre le privé, enfin tout ça. Et ça, c'était pour moi très important. On a gardé une France unie, on avait une France unie qui s'est un peu disloquée avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui est un petit peu arrivé en gouvernant à la serpe, ce qui n'était pas, à mon avis, la meilleure solution. Et ça, c'était pour moi le plus important. C'est cette façon d'avoir que les Français entre eux, quand même, étaient... certes, les problèmes étaient présents. Je sais pas ça que je... Oui, il y a eu les émeutes des banlieues et tout ça. On avait quand même quelqu'un qui nous avait unifié. Il n'essayait pas d'opposer les Français, c'est vrai. C'est quand même un homme il avait fait en sorte que... Il était élu face à Jean-Marie Le Pen à l'époque. Voilà, il y a eu un discours de Rennes. Ça reflète quand même... Le discours de Rennes qui est extrêmement... C'est un peu un caméléon. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que Christophe Bourseiller dit une chose qui est assez juste. Il dit c'est caméléon. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui a terminé sa carrière, qui aura été libéral, communiste dans son jeune âge. Qu'aura dit entre l'appel de Cochin, qu'aura été anti-européen, pro-européen, etc. Oui, mais je vous dirais qu'il est comme tous les Français, qui évoluent eux aussi. Mais il y a que les crétins qui ne changent pas d'avis. Oui, mais je veux dire, entre l'appel de Cochin, quand même, on le rappelle. La défense de la Constitution européenne. Alors, l'appel de Cochin, on le rappelle, il a un accident de voiture. Très grave. Très grave, il est sur un lit. France Garot et Pierre Juillet viennent le voir et lui disent: Jacques, il faut que tu signes ce texte que nous avons préparé. Et donc, c'était un texte complètement anti-européen. Pour le moins. Alors que les gaullistes étaient tous pro-européens. Donc, évidemment, Chirac s'est laissé faire parce qu'il était sous morphine et qu'il... Là, on est en 78 peut-être, voilà. ou 79. Et alors, heureusement, Bernadette, qui à l'époque n'a pas... C'est une manière de raconter l'histoire que vous avez qui est étrange. Il est sous morphine ici, moi je veux bien, mais bon, oui, il a beaucoup souffert parce que moi je l'ai vu tout de suite après. Je suis d'accord avec vous, mais bon, t'es responsable de... D'ailleurs, vis-à-vis des gaullistes... Terminé sur... Non, parce que je ne suis pas chiracienne pour ne rien vous cacher. Je suis une vieille bariste. C'est très démodé, mais je suis une vieille bariste. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on soit bien gouverné. La seule chose qui m'importe, c'est les résultats.
comprenez? Attendez, terminé donc. Et donc pour l'appel de Cochin, on soulignait simplement qu'il était ou européen ou anti-européen et qu'on ne savait pas forcément... Bon, après, il a changé de braquet, il est devenu très pro-européen. D'ailleurs, comme l'a été François Mitterrand, la même chose. François Mitterrand était anti-européen, puis quand il a compris qu'il fallait mettre la France à l'abri de l'Europe et de l'Allemagne, il est devenu pro-européen. Oui, vous voyez? Mais Bernabé, en même temps que vous parlez, on voit des photos de ces deux livres qui viennent de sortir. Laurence Mazurel, Éric Lefebvre, je le remonte, c'est Coulisses d'un destin, Jacques Chirac. C'est un très beau livre, vraiment, avec beaucoup de photos et de très belles photos. Et puis celui de Christian Boyer, Jacques Chirac, préface d'Alain Juppé, Une vie pour la France. C'est celui-là, notre ami Christian Boyer, qui a été photographe du président. Alors, il était amoureux de Chirac, mais bon... On peut faire des belles photos. Pardon, allez-y. Oui, Frédéric Bedos. Oui, ce que je me dis, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces livres qui sont en train de sortir, effectivement, il fête ses 85 ans aujourd'hui. Si on revisite l'histoire de Jacques Chirac, on revisite aussi notre histoire. Et c'est ça, en fait, qui nous intéresse. C'est cet écho, ce reflet-là. 40 ans de vie politique. Exactement, 40 ans de vie politique où on revisite et en même temps, on redécouvre l'animal politique. Parce qu'effectivement, le caméléon qui fait que finalement, il va réussir sans cesse à faire son chemin à la mairie de Paris, 2 fois Premier ministre. Il me semble que c'est le seul. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il connaît des échecs retentissants. Mais oui, moi c'est ce qui m'a intéressé, et il se relève toujours. C'est le phénix. C'est incroyable. Deux choses alors quand il est mort, quand on croit qu'il est foutu, il ressurgit. Avec contre Balladur, c'était vraiment ça. Tout le monde l'avait enterré. Sur le fait qu'il soit devenu européen, c'est à l'image effectivement de l'ensemble des présidents de la République une fois qu'ils accèdent aux fonctions, parce que l'espace européen, c'est une garantie sur la bouffe d'oxygène pour eux. C'est un espace où ils vont pouvoir incarner vraiment la monarchie républicaine dans toute sa splendeur. Ils représentent la France et ils vont pouvoir parler au nom de la France. Donc ils deviennent européens parce que c'est dans leur intérêt. Et deuxième aspect, ce qu'on va aussi beaucoup retenir des présidents Chirac, c'est quand même notre statut à l'international. Ouais. C'est finalement le dernier président français qui a pu tenir un discours et avoir une voix qui porte à l'échelle internationale, notamment parce qu'il a su dire non face à la grande puissance de l'époque. Je vous rappelle, et c'est le discours de Villepin à l'ONU. Et la France ne fera pas la guerre. La possibilité, la faculté de dire non aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, c'est quelque chose à la fois de courageux politiquement, mais je dirais même humainement, ça dit quelque chose de la personne. On peut imaginer qu'une personne pas très courageuse n'aurait pas osé quand même faire face, parce que alors là, pour le coup, il n'était pas du tout anti-américain primaire. C'est quelqu'un qui connaissait la culture américaine, mais qui a eu une analyse politique et géopolitique qui l'ont amené à défendre une position de la France dont les Français étaient plutôt fiers. Il a prédit l'intégralité de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, mais un an avant. Mais pas de manière rationnelle, c'était au terme d'une analyse. Au moment donné où il rencontre George Bush, dans les premiers échanges, il va effectivement lui dire peut-être sur un ton paternaliste, je ne sais pas, mais en disant qu'il a effectivement connu ses parents et que voilà, donc Bush ne va pas comprendre ça. Mais effectivement, mais lui, quand vous dites qu'il y a le discours de Villepin à l'ONU, il y a aussi en sous-bassement tout le travail de Jacques Chirac qui est au Conseil européen pour batailler, pour aller voir. Moi, j'ai une photo où ils vont, ce qu'on avait appelé à l'époque un bilatéral sauvage, ce qui m'avait quand même fait... c'est chouette ça. Attention, il y a un bilatéral sauvage, Eric. Donc, ils étaient en train, en dehors des salles du Conseil européen entre Tony Blair et lui, en train de cesser de s'auto-convaincre en disant il faut que tu y ailles, non, on n'y va pas. Et voilà. Et donc ça, c'était quand même, il a agi en sous-main au sein de l'Europe, puisqu'effectivement, là, pourquoi les Français... Rappelez-vous son voyage à Jérusalem. Mais oui. This is a provocation. Ça, j'y étais. Vous êtes à côté. Alors pourquoi les Français l'aiment tant, à votre avis? C'était le Français peut-être préféré. Parce que les Français aujourd'hui, vous voyez, je suis venu en taxi, je parle au taxi, je dis tiens, je veux parler de Chirac à la télé dans 5 minutes là. Et le type, un jeune, m'a dit mais moi j'adore Chirac. Et ça fait 10 fois que je prends des taxis pour différentes émissions et 10 fois que j'entends dire la même chose. Je me dis il y a quand même quelque chose. Pourquoi? Et je lui dis mais pourquoi? Parce que je me sentais avec lui, il me comprenait. Alors c'est peut-être aussi d'aimer sa jeunesse et on aime Mitterrand et on aime ceux qui sont morts bien souvent. Non, à l'époque, ces prises de position étaient soutenues. Le fait que la France sache tenir son rang, vous savez bien que dans notre imaginaire collectif, on est une grande puissance, ce qui n'est pas vrai d'un point de vue réaliste de l'état des relations internationales. On n'est pas une grande puissance. Oui, bien sûr, on assume. On n'a pas tout le temps osé assumer ce statut-là. Et là, lui a assumé à la fois les leviers qui étaient à notre disposition et ce qu'il y avait dans notre imaginaire collectif. Bon, en tout cas, vous pouvez acheter ces bouquins-là pour Noël, parce que Chirac à Noël, ça fait plaisir à tout le monde. Coulisses d'un destin, en plus, c'est vrai, c'est des beaux livres. Jacques Chirac, Une vie pour la France. Et puis on va terminer cette émission avec Christophe Bourseiller, parce que je vous recommande ce livre. Effectivement, ils sont tous
fous. Oui, et les créateurs. Tous fous, oui. Et alors ça, c'est vraiment intéressant parce que bon, on peut pas être, comment dire, un normopathe et être un grand créateur. C'est pas possible d'aller chercher ses enfants à l'école, d'avoir une seule femme toute sa vie, en fait, ce que font quasiment la vie normale des gens, c'est pas possible. Un normopathe, un normopathe, c'est ça, c'est d'avoir un job, voilà, c'est d'aller en vacances dans le même endroit chaque année. Étudiant Artaud, Dali, Stanley Kubrick, John Crawford ou beaucoup de Klaus Kinski ou beaucoup d'autres, je me suis aperçu qu'en fait on a un curseur de folie. Et alors chez les grands créateurs, le curseur va dans le sens d'une très grande folie qui leur fait du mal. Parfois c'est des gens qui souffrent terriblement, mais qui leur donne ce talent qui leur permet d'aller de l'avant dans la création. Mais après, évidemment, il y a des moments où ils franchissent la ligne, comme Artaud, qui s'identifiait tellement au personnage qu'il devait étrangler une femme sur une scène de théâtre et qu'il l'a vraiment étranglée, par exemple. Et les spectateurs ont trouvé que c'était un peu surjoué. Et vous, vous êtes un grand... Et vous trouvez que vous êtes un grand... Vous trouvez que vous êtes fou ? Oui, bien sûr. C'est vrai ? Bien sûr. Et d'ailleurs, je cite François Hollande qui disait justement « Je suis normal ». Et je disais « Pardon, Monsieur le Président, mais la normalité n'existe pas ». Le monde est fou, si fou qu'il faudrait être fou pour ne pas être fou. Oui, mais je crois qu'alors il y a un seul faux fou dans mon livre, c'est Salvador Dali. Ah oui, c'est un faux fou. Parce que lui, il a compris qu'il fallait jouer la folie pour vendre des tableaux. J'adore le chocolat à l'envers. C'était une pub quand j'étais enfant. Un faux fou. C'est pas facile à dire, un faux fou. Un faux fou. Bon, merci à vous et merci également à Alice Saillé qui était à l'Évision aujourd'hui. Merci à Laurent Capra qui était à la réalisation, à Grégory Possidalo qui était au son, à Marine Lançon, bien évidemment, qui était en régie, à Margot Sanzano qui a préparé aussi cette émission. Merci à toutes et à tous. L'info se poursuit sur CNews.